Quand on est un jeune footballeur en Afrique, l'Europe, c'est plus qu'une destination. C'est le rêve. Une promesse de gloire, de fortune. Ça fait des décennies que ça façonne les carrières. Mais attention, cette relation historique est loin, très loin d'être un simple conte de fées. Et ça nous amène à une question vraiment centrale. Ce rêve européen, il coûte quoi, en vrai, au football africain? Parce que, au-delà des buts spectaculaires et des contrats records, se cache une réalité structurelle bien plus complexe. Une réalité qu'on va décortiquer ensemble. Alors, soyons clairs tout de suite. Le but ici, c'est pas de pointer du doigt ou de chercher des coupables. C'est d'essayer de comprendre. On va mettre en lumière un système avec ses opportunités qui sont immenses, c'est vrai, mais aussi avec ses coûts cachés. Pour essayer d'imaginer un futur un peu plus juste pour tout le monde. Ok, plongeons dans le vif du sujet. D'abord, il faut vraiment saisir à quel point ce rêve est puissant. Cette idée que l'Europe, c'est le sommet, le but ultime pour la carrière d'un joueur africain, elle est partout, tout le temps. Elle est ancrée très, très profondément. Depuis des générations, pour des tas de jeunes talents, la définition même du succès, c'était ça. Signer un contrat dans un de ces 5 grands championnats. Franchement, un trophée gagné au pays, ça ne pèse pas lourd à côté de l'attrait d'un billet d'avion pour l'Europe. Et attention, on va être très clair là-dessus, cet attrait, il n'est pas sorti nulle part. Les raisons sont solides, bien réelles. L'Europe offre un professionnalisme, une sécurité que malheureusement beaucoup de championnats locaux ne peuvent pas garantir. Pour plein de familles, c'est une question de survie économique, autant que d'ambition sportive. Et c'est cette image qui va nous guider tout au long de cette analyse. L'échelle et le piège. Le rêve européen, c'est une échelle, oui, elle permet de grimper très haut, mais c'est aussi un piège qui peut se refermer, non seulement sur les joueurs, mais sur tout le développement du football sur le continent africain. Alors commençons par le bon côté des choses. Regardons de plus près les barreaux de cette fameuse échelle. Parce qu'il faut absolument reconnaître les bénéfices, les avantages réels et tangibles que l'Europe apporte aux joueurs africains et par ricochet à leurs équipes nationales. Là-bas, le développement d'un joueur, c'est total. Un joueur qui débarque en Europe, il est tout de suite plongé dans un écosystème qui va optimiser chaque détail de sa performance, la tactique, la science du sport, la nutrition, la récupération, tout. Et cette professionnalisation à 360 degrés, elle n'élève pas seulement le joueur, elle tire aussi tout le niveau de sa sélection nationale vers le haut. Ensuite, il y a l'impact économique. Et là, c'est immense. On le sous-estime souvent. Pensez-y, un seul contrat pro en Europe, ça peut changer la vie de dizaines de personnes au pays. Ces salaires, ce n'est pas juste de l'argent personnel, ça devient un vrai moteur de développement local. Et puis, il y a la représentation. Les grandes stars africaines qui brillent en Europe, ce sont de véritables ambassadeurs. Ils ne sont plus invisibles. Sur les plus grandes scènes du monde, ils montrent que le talent n'a pas de frontières. Et ils inspirent des millions de jeunes qui rêvent, à leur tour, de marcher dans leurs pas. Mais voilà, pour chaque barreau de cette échelle, il y a le risque de tomber. Il est temps maintenant de retourner la pièce, de regarder de l'autre côté, le piège caché. Et ses conséquences, elles sont profondes et elles durent pour le football africain. Ça, c'est peut-être le côté le plus sombre de toute cette histoire. Imaginez, des gamins de 14, 15 ans qui quittent tout, leur famille, leur école, leur pays. Le problème, c'est que pour chaque Sadio Mané, pour chaque Mohamed Salah qui réussit, il y en a des centaines d'autres qui disparaissent des radars. Et ces ratés, contrats rompus, parfois ils se retrouvent sans papier. Leurs histoires, on ne les entend presque jamais. Parlons de l'épuisement des joueurs maintenant. La charge physique qu'on leur impose est juste énorme. Ils enchaînent tout. Championnat, Coupe d'Europe, matchs internationaux avec leur sélection. Ça implique des milliers de kilomètres en avion. Et quand le corps finit par lâcher, l'étiquette de joueur fragile ou inconstant arrive très vite. On oublie un peu facilement la cause de tout ça. Et ça nous amène à un véritable cercle vicieux. En exportant sans arrêt ses meilleurs talents, le continent vide ses propres championnats de ce qui fait leur intérêt. Les ligues locales, sans leurs stars, elles ont du mal à attirer les sponsors, les télés, les spectateurs. Elles deviennent quoi au final? De simples chaînes d'approvisionnement pour l'Europe? Voilà, on a ici le résumé parfait de cette tension. C'est vraiment une médaille à deux faces. D'un côté, on a l'échelle, la promesse d'une carrière incroyable, de la stabilité financière, et de l'autre, le piège, un coût énorme pour le collectif, pour le football sur le continent. Et dans le système actuel, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, allons un peu plus loin maintenant. On va analyser comment ce système fonctionne concrètement dans les plus grands championnats européens. Parce que chaque ligue a sa propre relation, sa propre manière de fonctionner avec les talents africains. Prenons la Première Ligue par exemple. Elle adore l'intensité des joueurs africains, mais elle les protège très peu de l'épuisement. En Liga, on apprécie leur technique, mais on peine à vraiment les mettre en avant. La Bundesliga, c'est une super école, mais souvent c'est pour mieux les revendre ailleurs. La Serie A, elle, respecte leur intelligence tactique, mais leur racisme y reste un vrai problème. Et puis, il y a la Ligue 1. C'est à la fois la plus grande porte d'entrée et le plus grand système d'extraction. Alors face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce n'est évidemment pas de fermer la porte à l'Europe. Non. La vraie question, c'est comment on change les règles du jeu.
Comment on construit un futur où le football africain n'est plus seulement un fournisseur, mais un vrai partenaire? L'idée, ce n'est pas de s'isoler, c'est de construire. L'objectif, c'est de renforcer les fondations du football africain, pour que ce pont vers l'Europe il soit plus solide, plus équilibré, plus juste, et qu'il profite vraiment aux deux côtés. Alors comment on fait concrètement? On peut imaginer 4 piliers pour ce changement. Premièrement, renforcer les championnats locaux pour qu'ils deviennent une option de carrière viable. Deuxièmement, éduquer les joueurs pour qu'ils ne soient plus des simples marchandises. Troisièmement, contrôler la migration des plus jeunes. Et enfin, quatrièmement, que l'Afrique reprenne le contrôle de son propre récit avec ses propres voix. Parce qu'au final, tout revient toujours à la même question. La vraie question, c'est qui en profite le plus et surtout, qui décide des règles. C'est une question de pouvoir, de contrôle, d'autonomie. Tant que les décisions qui impactent le football africain seront prises en majorité hors du continent, ce déséquilibre, il continuera. Et cette phrase, elle résume parfaitement le défi. L'avenir du foot africain ne se jouera pas sur le nombre de talents exportés, mais sur sa capacité à construire du pouvoir, des structures et de la confiance chez lui, sur le continent. Le talent, la richesse, tout est là. La prochaine étape, c'est de posséder une plus grande part du jeu que l'on enrichit tant.